Bon, on est maintenant en live sur YouTube en même temps. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui encore. On va poursuivre avec la deuxième partie du cours de Linux. Puis là, au tout début, je vais juste faire un peu du plan de cours un peu vite, puis voir si vous avez des questions déjà par rapport à ou aux exercices ou peu importe. Donc aujourd'hui, on va voir, on va réviser super rapidement les dossiers importants, les dossiers du système. On va voir de nouvelles commandes utiles, surtout pour manipuler du texte pour l'instant. Non, pas ça. D'autres commandes utiles, plus des commandes de système. On va voir un peu d'entrée et de sortie, c'est-à-dire quand on a une entrée dans les programmes ou des sorties de programmes qu'on veut pour les rediriger vers des fichiers texte, par exemple. Puis après ça, on va voir quelques commandes pour manipuler du texte. Cette semaine, ça va être juste une introduction à ce sujet-là de manipulation de texte comme ça. Et la semaine prochaine, on va voir un peu plus des outils plus puissants pour continuer à mettre des fichiers texte. Puis ça, c'est probablement un outil super important. On va voir aussi des expressions régulières qui sont une espèce de mini-langage pour faire des recherches et des remplacements de texte. Donc, je commence par tout. Premièrement, tout le monde qui sont avec nous, vous avez déjà vos mots de passe, tout ça, puis vous pouvez vous connecter? Oui. OK. Puis tout le monde ici, vous aviez vos mots de passe. Vous êtes correct? Fait que je vais prendre le temps qu'on peut avoir besoin pour revenir sur certains exercices au besoin. Fait que y a quelqu'un qui a fait de quoi avec des exercices qui ont fonctionné ou qui avait des questions par rapport à comment fonctionne soit une des commandes ou... Non? Et? Rimouski, est-ce que ça allait pour les exercices? Oui, ça va bien. OK. Fait qu'on va commencer tout de suite, puis je vais vous mettre à mute, comme j'avais dit. Puis d'ailleurs, donc je vais vous mettre à mute, mais si jamais il y a quelque chose, juste à bouger un peu, ou pire, aller taper un message dans la boîte en bas à droite de chat que je vois, là, mais je peux m'arranger pour voir le Ça ne sera pas bien long, je vais juste m'ouvrir un terminal. Comme ça. Donc, tout le monde, vous devriez voir le terminal à l'écran. Ça se peut... pouvez-vous me confirmer, là, je vais remettre le son, là. Est-ce que vous avez un genre d'icône en haut qui vous cache quelque chose ou dans le terminal? Ou vous voyez la première ligne de texte, là, c'est marqué Eric Hatchaman, ça c'est mon ordinateur. Je m'excuse, je ne vous ai pas enlevé. Muted. J'essaie juste de vous remettre le son avec peu de succès. Ouais, je vous verrai. OK, je vous entends. Donc, est-ce que présentement, vous voyez mon terminal? Est-ce qu'en haut, vous avez une série d'icônes du genre un bonhomme, un téléphone? OK, ça va vous cacher. Ce qu'il faudrait faire, c'est... Non, vous les avez pas? Non, en fait, on ne voit plus. Non, vous ne me voyez plus, mais vous voyez la console avec le code que je tape? Non. On nous voit juste nous. Ah, OK, vous voyez vous autres. Bon, ce sera pas long. Comme ça. Parfait. Ouais, là, c'est bon, il n'y a rien qui cache. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va faire comme la semaine passée, puis on va juste commencer par se connecter si ce n'est pas déjà fait. Donc, avec la commande SSH, moi j'étais user31, @ pour dire on est sur le serveur rack.ibis.ulaval. Voilà. Là, comme je vous avais déjà dit, CTRL-L, j'efface le terminal comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de copier à nouveau les documents du cours pour y avoir accès. Si je fais ls-lh dans mon dossier présentement, on voit que j'ai les documents du cours 1.
Je veux les documents du cours 2. Donc, on va faire comme la semaine passée. CP-R pour copier un dossier. Puis le dossier est à la racine, donc / cours intro Linux. Donc, j'ai juste à taper CO ou peu importe, tabulation. Cours 0. Puis où est-ce que je veux le copier? Je veux le copier ici dans le dossier courant. Donc, présentement, si je fais ls-lh dans mon dossier à moi, j'ai maintenant les dossiers pour le cours qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que tout le monde c'est correct ici? À Rimouski, je pense que je vais demander votre collaboration. Là. Encore le monsieur en bleu. Si vous levez la main droite comme ça, parfait, ça m'indique bien. Okay. Donc, on a ces dossiers-là, puis je vais faire une très... Oui, c'est une question, ça. Ça va. Ça va pas long. Je peux-tu? Oui, non, peut-être. Voulez-vous parler, voir? Non, je vous entends pas. Comment je fais pour... Bon, là, je vous entends. Oui. Juste une question. Quand j'essaie de copier, il me dit permission denied. Okay. Est-ce que vous pouvez valider que votre commande est pareille comme celle que j'ai à l'écran présentement? On la voit plus. Je vais tasser. Oui, pardon. Je vais vous présenter mon... Oui. Oui, vous la voyez? Oh, oui. OK. Puis c'est comme ça? Oui. Avec le CP-R. Oui. Puis, pouvez-vous faire PWD pour voir si vous êtes dans votre dossier à vous? Oui. Oui, je suis à Racine. Ben, c'est pas votre dossier à vous. Je suis dans mon dossier un par an. OK. Ah, c'est vous, Éric Parent? Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais arrêter de vous appeler le monsieur en bleu. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a essayé de copier le dossier et ça n'a pas fonctionné? Moi non plus, ça Je peux fonctionne. le dire dans ce temps-là. Hein? Ça va bien. Mais les autres, ça a fonctionné? OK. Regardez quelque chose, c'est pas. Tu essaies de copier quelque chose sur la racine. OK. D'autres personnes qui ont eu de la misère, est-ce que c'est Alexandra? Oui, j'étais dans la Racine. Non, il faut que tu ailles sous ton. Oui, j'étais Sous tes affaires. là, je suis dedans. Tu veux savoir mon appel. Oui. De toute façon, tu as un utilisateur, user, machin. Idée. Non, c'est ça. Je vais aller voir ta commande à toi, puis après ça, ça sorti. Tu peux aller sur ton truc à toi. Sur ton home. Oui. Là, je suis ça. Là, je suis sur mon home à moi, là. Parce que. Oui. Ouais, sous home, Éric Parent, cours, machin chose. Elle a dit, LS. J'ai jamais tapé des longues affaires. Tu fais LS, c'est ça. Tu fais tabulation. Ah, t'as oublié l'espace. Ouais, Tu vois le droit sous toi. Pourquoi t'es là-dessus? Il faut que t'es sous oui. nous œuvres à toi. Oui, c'est le que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est où, toi? Est-ce que Eric et Alexandra, vous avez réglé votre problème? Non. Là, je suis sur les parents. OK. Oui. Vous avez une étudiante ici qui avait le même problème. Le problème, c'est que c'était simplement que le dossier était mal écrit. Je ne sais pas si c'est votre cas. En fait, CP-R/CO. Tabulation. Comme ça va être écrit. C'est sûr que ça va être écrit comme il faut. COU, tabulation encore, puis juste à mettre un 2. Espace, point. Parce que tantôt, tu n'étais pas sur Non, j'étais exactement là tout à l'heure. Non, parce que tu ne vois pas. En haut ici, là, je suis à la même place. Mais quand tu le faisais tantôt, tu étais juste sur le WD, puis tu étais sur la barre. Ça veut dire que tu étais sur le répertoire racine. Ouais, je sais, mais pourquoi je n'étais pas là? Tandis que maintenant, tu es sur le répertoire home. Ouais. Et tu ne peux pas copier un truc sur la racine. Non, ça, je sais. Est-ce que ça a fonctionné maintenant? Oui, c'est beau. OK. Donc, tu n'étais pas au bon endroit, c'est ça? Oui, j'étais pas où je pensais être. OK, parfait. Fait que tu peux toujours faire PWD pour voir où tu es, ou CD pour retourner dans ton dossier utilisateur. Est-ce que tout le monde de votre côté a réussi? Pas encore, il reste une personne. OK. Y a-t-il d'autres questions ici en attendant? Je pense que je connais le nom de tout le monde sur le truc. Tant que ça, je vais le faire. Comment? Atif? OK.
OK. Est-ce que c'est bon? OK. OK. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remets à mute, mais n'hésitez pas à faire signe. Donc, la révision super rapide que je vais faire des dossiers importants, ça va être très rapide. Je pense que je vous entends encore. Ah. Il y a juste un délai avant que ça soit effectif en bon français. Bon. Le dossier point, c'est le dossier courant. Je me trouve dans mon dossier user. Si je fais cd point, dossier au-dessus, on voit que je suis rendu dans home. Si je faisais encore cd point, je suis dans le dossier racine. Je pourrais faire cd pour me ramasser dans mon dossier à moi, mon dossier user. Je vais faire pwd encore. Puis là, je pourrais faire cd point, slash point. Donc, ce que ça veut dire, c'est le dossier parent au dossier dans lequel je me trouve, slash le dossier parent de ce dossier-là. Donc, ça remonte de 2 niveaux à la fois. C'est que ça, on peut faire ça, on peut faire point, slash point, slash point, slash point, en tant qu'on veut. Des fois, il y a d'autres façons plus courtes d'aller au même endroit, mais c'est possible de faire ça. Si je fais cd tiret, ça retourne dans le dossier où je me trouvais juste avant. Donc là, je vais faire exprès, je vais aller dans le dossier de cours 02, le dossier 01. Vous n'êtes pas obligé d'aller là. J'affiche le dossier. Voilà où je me trouve. Et je pourrais vouloir aller à la racine, le dossier des cours 02. OK? PWD. Donc, je me suis déplacé d'un endroit à un autre qui sont complètement différents dans le système. Et je peux juste avec cd- retourner d'ailleurs, je n'ai pas besoin de faire PWD là, pour 2 raisons. Un, quand je fais cd- la commande cd me dit où je me trouve présentement, ce qui est pratique. Puis en plus, le prompt ici me dit que je suis dans mon dossier home, le tilde, dans le dossier cours 02, 01 fichier. Oups, je suis à mute ou quoi? Non, OK. Le dossier racine, vous le connaissiez déjà, et le dossier home. Fait que ça fait le tour juste la révision des petits dossiers de la dernière fois, pour ceux qui auraient pu en avoir besoin. Est-ce qu'on peut fermer? Oui, ça va. C'est pas évident sinon. Sinon, j'ai fait une liste dans le document, puis je pense que je ne vais pas passer au travers, là, mais les documents qui sont à la racine. Donc, si je vais juste à la racine, puis je vais faire ls-lh, on voit toutes sortes de dossiers ici. Là, il y en a comme trop pour toutes les afficher, fait que je vais juste faire ls, comme ça. Dossier bin, dev, lib, media, proc, blablabla. Donc, j'ai fait une liste de ces dossiers-là, puis un peu quel genre d'informations ou de programmes sont contenus dedans. C'est plus pour votre curiosité. Ça peut servir des fois, comme par exemple, hier, ma blonde voulait installer un programme, Blast2Go, s'il y en a qui connaissent, puis il demandait est-ce que c'est correct que je m'installe dans le dossier OPT Blast2Go. Ben là, le dossier OPT, vous allez voir, c'est un dossier qui contient des applications optionnelles. Donc, c'est une place où il y a des programmes, mais qui ne viennent pas avec le système. Fait que c'est un endroit correct pour mettre ce programme-là. Donc, on va commencer la prochaine section sur les commandes utiles. Puis c'est des commandes, dans le fond, qui ne permettent pas nécessairement de faire des analyses en tant que telles ou de jouer avec nos données en tant que telles ou tout ça, mais qui sont utiles pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le système présentement ou être plus efficace pour lancer nos commandes. Donc, la première commande, c'est la commande history. Puis la commande history, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous liste toutes les commandes qu'on peut lancer. Je ne sais pas pourquoi, des fois, j'ai le petit icône de... Je vais vous remettre pas à mute, vous autres, 2 secondes. Si je suis capable. Oui, non. Voulez-vous essayer de parler un petit peu? Mais je ne sais juste pas pourquoi, toutes les fois, ça prend 2-3 fois avant que vous ne soyez plus à mute. Là. Désolé. Ah, vous pensez que votre micro... Mais c'est parce que moi, j'ai un icône ici, je vous mets à mute moi-même, mais après ça, ça ne revient pas. Peut-être le micro se met en veille, je ne sais pas quoi.
Est-ce que là, ça marche? Là, ça marche. Voilà. Ah, c'est revenu. Il ne voit plus. Hein? Vous voyez plus du tout le terminal? Non, là, c'est bon. OK. Fait que là, on voit que j'ai lancé l'historique des commandes. Je me souviens même pas pourquoi je voulais vous parler, dans le fond. Je vais vous laisser Aaron un petit peu. Ah, c'est ça, je voulais savoir si le son coupait-tu. Est-ce que le son coupe pour vous une fois de temps en temps quand je parle? Le son coupe quand on n'est pas à mute. Ouais, OK. Mais quand vous êtes à mute, comme dans les dernières minutes, c'est correct? Oui. OK. Je vous remets à mute. Merci. Bon, désolé tout le monde. Fait que là, c'est ça, la commande History me montre toutes les commandes que j'ai déjà lancées, puis ça peut être pratique, on va voir avec d'autres commandes qu'on va voir tantôt, pour être capable d'aller retrouver des commandes qu'on a déjà lancées qui sont peut-être complexes, puis qu'on n'a pas envie de réinventer. Là, pour l'instant, dans les commandes qu'on voit ici, il n'y a pas vraiment de commandes complexes. Je pourrais utiliser History. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu encore. On va le voir tantôt. Je mets une barre verticale. Ça fait un pipeline. Ce symbole-là, c'est le symbole pipe. On voit la sortie dans less. OK, less, le fichier pour voir, pour visualiser, pardon, le programme pour visualiser des fichiers. Ça me permet de... Donc, je pourrais retrouver, par exemple, que la commande que je voulais faire présentement, c'est la commande 314. OK? Je dis, parfait, je veux faire la commande 314, je sors de l'ES, puis je fais point d'exclamation 314. Puis là, ben, il n'y avait pas de fichier, la commande n'est pas valide présentement parce que je n'ai pas de fichier qui s'appelle fichier texte. Je pourrais en faire un. OK. Permission denied. Endroit, là. Ah. Moi, j'en fais jamais des erreurs comme ça. Donc, je vais relancer ma commande. Point d'exclamation 314, je pense. Et puis maintenant, ça m'affiche... là, dans le fond, ça me lance la commande. Mais il n'y avait rien dans le fichier texte, donc il n'y a rien d'affiché. Et maintenant, ça m'indique la commande que ça a lancée et ça affiche ce qu'il y avait dedans. Donc, on peut relancer des commandes comme ça. On peut même relancer la dernière commande. Si je faisais echo hello, puis ça relance la dernière commande. Ça peut être utile parfois. Donc, ça, c'est la commande history. Pour aller avec la commande history, il y a une commande super intéressante, c'est la commande CTRL-R. Donc, je vais juste l'écrire, comme ça. Mais pour de vrai, sur le clavier, je vais peser sur la touche CTRL puis la touche R. Ce que ça fait quand je fais CTRL-R, c'est que ça me met dans ce mode-là qu'ils appellent Reverse iSearch. Puis, ça me permet de chercher des commandes. Donc, si je veux savoir, la dernière fois que j'ai lancé une commande qui contenait, par exemple, less, j'ai juste à taper less. Ce que je suis en train de taper, moi, ça apparaît là. Et après le 2 points, il me trouve une commande. Il me trouve la commande la plus récente que j'ai tapée qui contenait le patron de recherche que j'ai mis. Si je veux aller plus loin dans l'historique, je peux faire CTRL-R à nouveau. Puis là, il recule dans l'historique des commandes. Okay? Donc, parfois, là, ça arrive que à un moment donné, là, il vient de me dire Failed Reverse iSearch, c'est qu'il n'est plus capable de trouver une commande plus vieille que celle-là ici, qui contient less. Une fois que j'ai trouvé la commande que je veux, je peux utiliser les flèches pour me déplacer de... Je vais la modifier comme ça. Là, c'est pas très utile avec cette commande-là parce qu'elle est très très simple, mais ça arrive pour de vrai que les commandes, ils font quelques lignes. Ben, ça dépend quel genre de truc vous faites. Là, vous pouvez faire des scripts pour ça, mais des fois, je fais des commandes de quelques lignes, puis là, je sais qu'il y a 3 semaines, j'ai utilisé une commande pour sortir certains genres d'informations dans un fichier, puis plutôt que rechercher, je me souviens que j'ai utilisé... ou je me souviens du nom du fichier, ben, je peux faire CTRL-R avec le nom du fichier, puis là, je vais retourner à cette commande-là. Sinon, une autre façon, on va voir tantôt, c'est d'utiliser History encore, soit avec let, qui permet d'aller chercher dans du texte. Je vais juste vous faire un exemple.
puis il vient de me trouver toutes les commandes que j'ai déjà lancées qui contenaient less, incluant celles que je viens juste de lancer. Donc, oui. Excuse-moi, ça c'est valable s'il n'y a pas d'interruption du système, c'est-à-dire si tu l'as fait 6 mois avant, tu as ton ordinateur 10 fois, il s'en souviendra. OK. La question c'est, est-ce que c'est valide juste sur une même session ou c'est valide pendant, mettons, 6 mois ou quelque chose? C'est toutes les fois que tu lances des commandes puis que tu fermes le terminal, toutes les commandes que tu as lancées sont écrites dans un fichier et ce fichier-là, il reste tout le temps. Sauf que ce fichier-là, il y a une variable à quelque part dans un fichier profil ou bash, en tout cas, un fichier d'options qui dit combien de lignes tu devrais garder. Par défaut, je pense que c'est 2000 lignes, donc tu vas garder 2000 commandes. Moi, je change toujours ça pour 200 000, juste pour être sûr que je garde toutes les commandes. Parce qu'on ne sait jamais si 6 mois après, tu as besoin de refouiller pour refaire quelque chose de similaire. Oui? Tu es bloqué dans le reverse high search? OK. Pour sortir de less, c'est juste la touche Q. Ah, d'accord, OK, non, c'est ça. Et voilà. OK. Less. Là, j'ai une question de à quoi ça sert less. Je vais aller dans les fichiers du cours. Puis là, je vois que j'ai un gros fichier ici, c'est le même que la semaine passée, Alice. Puis je vais faire less sur ce fichier-là. OK? Oui, tu me suis jusqu'à date? Donc, quand je fais less sur ce fichier-là, ça ouvre un programme pour visualiser le fichier. Puis là, je peux descendre avec la barre d'espace, par exemple, page par page. Puis en bas à gauche, il y a le petit curseur qui clignote là. OK? Ce curseur-là, dans le fond, souvent, quand tu as un programme qui ressemble à ça, qui a un petit curseur comme ça, il attend que tu lui donnes une commande, puis pour sortir, c'est souvent la touche Q. Donc, oui. Eric, est-ce que tout est correct de votre côté? OK. Donc, je vais retourner où j'étais. Ben, en fait, le dossier fichier, on va jouer là. Tu parlais de CTRL-C aussi. C'est juste pour rappeler que si on fait une commande, par exemple la commande 4, qui là, elle attend quelque chose de notre part, puis il ne se passe rien, je peux faire CTRL-C pour sortir. Donc, ça, c'est une autre commande importante du système. Ensuite, une commande bien simple, la commande echo. Texte. Donc, cette commande-là peut servir, entre autres, si on écrit des scripts, puis on veut que le script, à certaines étapes, nous affiche quelque chose à l'écran. Là, j'ai mis une autre option. La commande echo, on peut y mettre des options. Ce que ça veut lui dire, ça veut dire de ne pas faire de retour de ligne. Le N, c'est pour New Line, ou bien No New Line, si on veut. Là. Fait que donc, pas de retour de ligne. Puis là, si je refaisais Hello, on va voir que mon Hello, il se trouve ici au début. Là. Fait que, il a affiché Hello, il n'a pas mis de retour de ligne, puis après ça, ben, le terminal a affiché d'autres choses. Ce qui veut dire qu'on pourrait se servir de ça. Je vais mettre un espace ici. Puis là, je vais faire la commande je ne sais pas laquelle je devrais faire. Je vais essayer ça, W. Non, c'est pas ça que je voulais. Who? Non, c'est pas ça que je voulais. La commande Who am I, elle va me retourner mon nom d'utilisateur. Donc, présentement, ce que j'ai fait, j'ai dit Hello, imprimer à l'écran, sans faire de retour de ligne, ce bout de texte-là. Puis ensuite, j'ai lancé une autre commande qui affiche quelque chose à l'écran. Donc, elle l'a affiché à la fin de la ligne. Cette commande-là ici, elle retourne mon nom d'utilisateur. Donc, ça me dit Hello user, blablabla. Ça pourra nous servir quand on va faire un peu de petits scripts. Là. Par exemple, je pourrais avoir une variable qui contient du texte. Faire echo. Moi, je ne suis pas obligé de le faire de cette façon-là. Là. C'est juste pour l'exemple ici. Puis echo $. Puis ça va faire ça. Donc, c'est juste pour vous montrer, là, echo peut servir à afficher de l'information intéressante des fois pendant un script. Pour dire à l'utilisateur où est-ce que le script en est rendu, par exemple. On a déjà vu un peu la commande man pour le manuel. Donc, on va voir le manuel, je ne sais pas lequel je vous ai mis, le manuel de justement la commande echo. Là, je me retrouve dans le pager less, donc le programme less qui nous permet d'afficher encore. Puis je peux descendre, puis je peux
la description des différentes options. Puis on le voit ici, l'option "-n", ne pas afficher de retour de ligne. Puis la commande "-e", parfois peut être intéressante. Elle sert à être capable d'utiliser des tabulations, par exemple, ou des retours de ligne. Donc, symbole pour une tabulation. Ce que ça fait, c'est que ça a inséré une tabulation ici. Mais la commande "echo", il faut utiliser l'option "e" pour être capable d'afficher ça. Bon. Ensuite, il y a la commande "top". Déjà, la commande "top", qu'est-ce qui va vous aider? Les processus qui sont en train de tourner sur le système. Donc, sur le système, présentement, il n'y a pas grand-chose qui tourne qui demande des ressources. Souvent, les ressources sont triées par utilisation du processeur ici. Donc, vous avez une colonne, là, cette colonne-là ici, juste à droite de mon curseur, qui est l'utilisation en CPU, l'utilisation de la mémoire après, le temps depuis lequel la commande tourne, etc. Présentement, ben, c'est ça. Il y a le user 56 qu'on a vu apparaître qui avait bash. User 31, c'est moi qui utilise top, etc. Si on veut, en tapant sur la touche U, on peut mettre notre nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais mettre user 31. Puis là, ça va mettre juste les processus que moi, j'ai lancés. Donc, si vous vous connectez à un gros serveur, qu'il y a plein de gens qui travaillent, puis vous voulez savoir quel genre de ressources vos processus prennent, ben, vous pouvez le faire de cette façon-là. Pour sortir, c'est pareil comme dans la commande "less", on pèse sur la touche Q. Après ça, il y a d'autres façons là, de trier. On peut trier par différentes colonnes, etc. C'est pas si important que ça pour l'instant, mais peut-être à un moment donné, vous allez vouloir vous en servir. Peut-être une des dernières choses que je voulais dire sur top, c'est que sur différents systèmes, ça se peut que top ait l'air assez différent. Entre autres, sur les Mac, l'output de top est très différent. Puis sur différents systèmes Linux, ça peut varier un petit peu aussi. La commande "clear" vu aussi. C-L-E-A-R pour clear. Si je fais ça, ça efface tout ce qu'il y a dans le terminal. Puis en faisant seulement CTRL. Donc parfois, quand on est en train de... Il y a plein de choses au terminal, c'est difficile de voir quoi que ce soit, là. On peut faire CTRL, puis on va mieux voir. Puis la dernière des... Ben, il reste une commande puis un petit truc. La dernière des commandes que je voulais voir, c'est la commande "sleep". On l'a déjà vu aussi rapidement. Je peux faire "sleep" ou "sleep" à un certain nombre, là, 99 secondes, ou 99 minutes, ou 99 heures. Puis là, le système se met en attente pendant cette période-là. C'est pas toujours très utile, mais dans certains cas, ça peut être utile. Là, je vais faire CTRL-C pour arrêter. Dans certains cas, ça peut être utile quand, par exemple, je sais que j'ai un programme qui tourne, puis là, il va finir cette nuit à un moment donné, mais demain, c'est samedi, puis moi, je ne veux pas me lever pour aller à l'université pour lancer mon autre commande. Fait que peut-être que je vais faire "sleep", juste pour être sûr que mon autre programme va avoir fini, puis après ça, point virgule, pour dire que c'est une nouvelle commande, puis là, je vais lancer ma commande 2, qui dépend que la commande 1 est terminée, par exemple. Donc, je mets le terminal en mode d'attente pendant tout ce temps-là, puis aussitôt que la période d'attente est terminée, là, il va lancer l'autre commande. Donc, ça, c'est un truc qui peut être utilisé des fois pour lancer des commandes une après l'autre. C'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire, mais dans certains cas, c'est une façon facile et rapide. Quand on sait qu'il reste, je sais pas, moi, il est 4h30, vous allez prendre l'autobus, ou 6h30 parce que vous travaillez tard, comme d'habitude, puis là, vous savez que dans 5 minutes, votre truc est fini, bien, vous pouvez faire "sleep", 30 minutes, juste pour être sûr, votre autre commande. Ça va lancer l'autre commande. OK, l'autre truc spécial de système, c'est pas une commande, c'est ce qu'on appelle du globbing. Quand on utilise le symbole étoile, Bash va faire quelque chose qu'on appelle de... Là, j'ai quelques fichiers FASTA. Va faire quelque chose qu'on appelle de l'expansion automatique, là, ou je ne sais pas trop comment dire ça. Là. En tout cas, expansion automatique, je vais appeler ça comme ça. Si je fais par exemple "echo",
présentement 3 fichiers FASTA dans ce dossier-là. Je fais echo étoile $FASTA. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, Bash va lire toute la ligne ici. Puis là, il se rend compte qu'avant de lancer la commande qui est au début de la ligne, il y a du remplacement à faire. Il y a du globbing à faire. Donc, de l'expansion automatique. Il va regarder qu'est-ce qui correspond à ce patron-là. Puis l'étoile ici, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire n'importe quelle chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce dossier-là qui peut ressembler à, dans le fond, dans notre tête, on peut dire quelque chose ou n'importe quoi, .fasta. Fait que n'importe quoi, .fasta, ben, il y a codon.fasta, séquence 01.fasta, puis séquence 02.fasta. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le système a remplacé cette chaîne de caractères-là par cette chaîne de caractères-là au complet ici. Okay? Donc, je vais la copier-coller, elle, puis je vais faire écho au début. Comme si moi-même, manuellement, j'ai remplacé. Puis on voit que l'output est exactement le même. Donc, c'est ça qui se passe avant même de lancer la commande. Le terminal regarde, est-ce qu'il y a quelque chose à remplacer dans tout ça? Puis, il y a différentes étapes, puis il y a différents genres de trucs qu'on peut remplacer. Mais avec l'étoile comme ça, c'est le plus simple, puis ça sert très souvent. Par exemple, dans ce même dossier-là, si je veux savoir c'est quoi la taille de ces fichiers FASTA-là, mais il y a plusieurs fichiers, moi, je veux juste savoir les fichiers FASTA. Je peux faire ls-l. Puis là, je me ramasse à avoir l'information seulement de ces fichiers-là. De la même façon, je pourrais faire cat, qui va concaténer les fichiers, étoile.fasta. Puis là, ça, c'est un truc, ben, je vais l'afficher à l'écran, dans le fond. Je vais faire Enter, puis là, on va voir plein de séquences apparaître rapidement. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais utiliser un truc qu'on va voir dans pas longtemps. Je vais rediriger vers un fichier. Je vais appeler ça tous.fasta. Là, si on se souvient, WC-L, ça va nous calculer le nombre de lignes. Donc, je vais faire WC-L étoile.fasta. Puis là, je vois que j'avais 200 lignes dans mon fichier codon, 200 lignes dans mon fichier séquence, 400 lignes dans mon fichier séquence 02. Et, comme par magie, j'ai 800 lignes, donc 200 plus 400 dans mon fichier tous.fasta. Donc, la commande ici que j'ai utilisée, cat, qui concatène des fichiers, n'importe quoi .fasta, puis j'ai envoyé tout ça dans tous.fasta. Ça ici, on va revoir ça dans la prochaine section. Est-ce que de votre côté, Eric, il y a des questions? C'est bon? Ici, y a-t-il des questions par rapport à ça, le globbing ou, dans le fond, l'expansion automatique? C'est-tu mystérieux? Un peu? Fait que c'est ça, c'est comme de la magie, là, on peut dire si on veut, mais si je fais ls étoile.fasta, le fichier, pas le fichier, le système comprend que je veux dire tous les fichiers dont le nom se termine par FASTA et qui débutent par n'importe quoi. Okay? Je pourrais même faire ls séquence étoile.fasta. Et là, quels fichiers correspondent à ça? Ils correspondent à la séquence barre de soulignement 0, n'importe quoi. .fasta, ben, il y a les deux fichiers, séquence 01 et séquence 02.fasta qui correspondent. Pourquoi tout à l'heure tu as utilisé echo? C'était juste pour vous montrer. Au lieu de ls, tu veux dire? Parce que oui, il me donne de l'information à propos des fichiers. Moi, ce que je voulais, c'était juste vous montrer que, même en faisant echo, il allait remplacer tout ça. Si je mettais des guillemets simples autour de tout ça. Donc, des guillemets simples autour de séquence 0 étoile.fasta. Les guillemets simples disent au terminal, la chaîne de caractères qui est là-dedans, je ne veux pas que tu fasses de remplacement spécial dedans. Donc, ce que je vais avoir, c'est exactement, littéralement, ce que j'ai tapé. Donc, ça, c'est un autre truc. J'en ai pas parlé encore, mais bon, je fais une petite parenthèse là-dessus. Les guillemets doubles, eux autres, ils permettent l'expansion. Oh. Ils permettent l'expansion, mais pas ce genre d'expansion-là. Ils permettent d'utiliser des variables, dans le fond. Je vais tantôt. Puis il va ici. Alors, guillemets simple, il ne va pas la mettre ici. Il va juste me dire littéralement $ASDF. Okay? Donc, les guillemets simples ne permettent pas d'aller chercher une certaine forme d'expansion, dans le fond, d'aller chercher ce qu'il y a dans la variable. Puis, on ne peut pas mettre de guillemets autour d'une étoile. Désolé si c'était mêlant, là. Je pensais que oui, mais on ne peut pas. Donc, ça ne marche pas.
avec les guillemets, mais sans les guillemets, le système comprend qu'il doit étendre. On met plusieurs, pas de guillemets, mais des petits. Plusieurs étoiles, oui, oui. Je préfère ls-lh, s étoile, 0 étoile, point FASTA, puis je vais encore avoir mes deux fichiers parce que j'ai un S ici, suivi de n'importe quelle séquence, suivi de ça, suivi de n'importe quoi, suivi d'un 0, suivi de n'importe quoi, suivi de FASTA. Le étoile peut aussi vouloir dire, dans le fond, la chaîne de caractères vide est aussi reconnue par l'étoile. Donc, par exemple, si je vais me faire une copie de séquence 0, puis je vais l'appeler séquence. Puis là, si je recherche ls- étoile, ben, mon fichier séquence.fasta va être reconnu quand même parce que le n'importe quoi ici, ça peut aussi être rien. Ça peut être une chaîne de caractères vide. Donc, on voit que mon étoile, dans le cas du fichier ici, il remplaçait ces trois caractères-là. Dans le cas du fichier ici, il remplaçait ces trois caractères-là. Et dans le cas du dernier fichier, il remplaçait rien entre ces deux caractères-là. Toujours en ordre. Il faut que ça soit dans l'ordre de gauche à droite. Il faut que ça corresponde. Ouais. Tu ne pourrais pas genre chercher NCES suivi de étoile suivi de SEQ. Il faudrait que tu le mettes dans le bon ordre. Y a-t-il des questions par rapport à utiliser l'étoile comme ça? C'est un truc super utile. On va s'en servir souvent. OK, je vais vous donner un exemple. Là. Vous n'allez pas le comprendre en détail. Là. Ben, vous allez comprendre, mais vous n'allez pas nécessairement retenir la syntaxe. Si je faisais une boucle, tous les fichiers FASTA, echo-n comme on a vu, le nom de FASTA de ici, suivi de echo. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une petite boucle qui, pour chaque fichier, me dit le nom du fichier suivi de il y a combien de lignes. Là, la commande WC, elle me retourne aussi le nom du fichier après. J'aurais pas nécessairement voulu avoir ça, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Là, je peux passer sur plein de fichiers et faire une opération similaire sur tous. Et ça, c'est parce que je suis capable d'utiliser cette syntaxe-là. On va revenir sur les boucles comme ça, probablement dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, on va passer à l'autre section. C'est bon? L'autre section, c'est la section sur les entrées et les sorties. Je vais lire le premier paragraphe. Là. Dans le fond, sous Linux, il y a différents types d'entrées et de sorties qu'on appelle l'entrée standard, la sortie standard et l'erreur standard. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les 3 principales. En anglais, on dit standard output, standard error, puis standard input. Le standard output, c'est qu'est-ce qui se passe quand à l'écran comme ça. Le standard output, par défaut, est affiché à l'écran. Le standard output, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On peut le rediriger en utilisant le symbole plus grand que. Donc, si j'utilise ce symbole-là, puis je lui donne un nom de fichier, hello.txt, je viens de créer ce fichier-là. Le fichier est ici. Et si je regardais ce qu'il y a dedans, cat hello.txt, ben, j'ai la sortie du programme que j'avais obtenu, ici en fait, que j'ai redirigé dedans. Donc, on va faire un autre exemple un peu plus gros. Je vais utiliser la commande cal qui est, cal qui nous donne le calendrier du mois présent ou de l'année si on lui donne l'année. Super. On n'a pas ça sur nos ordinateurs. Donc, cal qui me donne comme ça la date. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose, Eric? OK. Qui me donne la date, puis je vais vouloir envoyer ça dans... Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier-là? La sortie. Donc ça, c'est la sortie standard. Du moment qu'un programme produit un output qui est ce qui intéresse l'utilisateur, on peut le rediriger avec le symbole plus grand que. Si jamais on voulait, on a déjà vu, en tout cas rapidement la semaine passée, je pourrais
sortir la date, par exemple. OK, je vais juste regarder la date de quoi ça a l'air de ça. Moi, je veux date moins grand I, ça me sort 2015-02-11. C'est le format international. Je vais envoyer ça dans calendrier. Puis là, qu'est-ce que je voudrais, c'est ajouter le calendrier à la fin de ça, après. Donc, je vais faire cal, mais au lieu d'utiliser juste un symbole de redirection, je vais en utiliser deux. Qu'est-ce que ça fait d'utiliser deux symboles comme ça? C'est que ça ajoute à la fin du fichier. J'ai vu la semaine passée un peu. Ajoute à la fin du fichier. Donc, mon fichier commence avec la sortie de ma première commande et continue avec la sortie de la deuxième commande. Donc, on va passer à l'erreur standard. Qu'est-ce qui se passe quand je fais cat calendrier? Qu'est-ce qui se passe? Un nom de fichier qui n'existe pas. OK, je vais faire inexistant. Ça prend-tu de N? Oui. Oui, non, non. Inexistant. On voit qu'il m'affiche quelque chose à l'écran. Par contre, ce qui vient de m'afficher à l'écran, c'est un message d'erreur. Donc, ce message d'erreur-là n'est pas... Il est redirigé dans un channel qui est différent du standard output. Ça, c'est le standard error. Qu'est-ce qui se passe si je veux vérifier ça? Je vais faire cat inexistant, blablabla, puis je vais essayer d'utiliser la flèche de redirection vers erreur. Puis il me l'affiche quand même à l'écran. Donc, on dirait qu'il ne l'a pas envoyé dans le fichier. Okay? Il a quand même créé le fichier, puis il n'y a rien dans le fichier. Ça, c'est parce que le système distingue les messages affichés à l'écran qui sont du output de programme de ceux qui sont des erreurs ou des messages. Si je voulais rediriger dans le fichier l'erreur, il faut que j'utilise le symbole 2 avant le symbole de redirection. Dans le fond, là, le standard output, c'est 1, mais par défaut, on n'est pas obligé de le mettre parce que c'est juste, on l'utilise tout le temps, donc ils ont fait en sorte qu'on n'était pas obligé de le mettre. Mais 2, c'est l'erreur. Qu'est-ce qui se passe si je lance cette commande-là? Je vois que maintenant, j'ai rien qui s'affiche à l'écran. Et si je regarde dans mon fichier d'erreur, j'ai bel et bien l'erreur qui est là. Donc, on peut séparément faire ces deux choses-là. Et j'ai fait un petit exemple pour ça, que je vais devoir aller chercher, parce que sinon, je ne vais pas retaper tout ça. Et si tu n'avais pas d'erreur, ton fichier d'erreur, tu l'avais fait. Ouais. Bon, qu'est-ce que je vais faire, là? C'est que je vais utiliser OK? Puis, je vais rediriger dans output.txt. Ça, on peut faire ça comme ça. Là. Je redirige l'output à quelque part et l'erreur à quelque part d'autre. C'est pour ça que ça existe d'avoir deux channels séparés. OK? Fait que je vais faire ça. Cat inexistant. Là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'output. Il n'y a rien. Parce que j'ai fait une erreur puis il n'y avait pas d'output. Puis dans ce fichier-là. Si par contre, j'avais lancé une commande avec un vrai nom de fichier ici, par exemple le fichier calendrier, j'ai rien qui s'affiche à l'écran parce que j'ai redirigé tout. Qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier output? Le calendrier. Qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier erreur? Rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Peut-être, si je ne l'ai peut-être pas dit de façon explicite, ce symbole-là va écraser un fichier qui existe déjà. Donc, par exemple, le fichier erreur, il y avait quelque chose dedans il y a 30 secondes, mais du moment qu'on redirige dans un fichier, à moins qu'on utilise les deux symboles pour afficher à la fin, on écrase le fichier. Donc, il faut faire bien attention si j'ai un fichier VIP, puis que je fais echo patate, effacer. Même s'il contenait 2 Tera de résultats, les résultats les plus importants au monde que ça m'a pris 6 mois à obtenir, je viens de l'effacer. Okay? Donc, il faut faire attention avec ce symbole-là. D'ailleurs, on va revenir là-dessus tantôt parce que ce symbole-là est important dans les fichiers FASTA. Dans les fichiers FASTA, les séquences, ils commencent par ce symbole-là, puis ça nous cause un petit... En tout cas, il faut faire attention pour ne pas écraser nos fichiers FASTA à cause de ça. D'ailleurs, ça peut être le prochain exemple. Entrée standard. Oui. Tu parles de dossiers qui peuvent être écrasés. Est-ce qu'il y aurait un dossier éventuellement caché dans lequel ça irait? Est-ce que c'est réversible ou... Non.
Il y a quelqu'un qui me pose une question qui me plairait parce que je sais pourquoi il m'en pose. Il me demande si jamais j'ai écrasé quelque chose ou que j'ai effacé quelque chose, est-ce qu'il y a un dossier dans lequel ça s'en va? La réponse, c'est non. La réponse, c'est ce dossier-là ou ce fichier-là ne sont plus accessibles, à moins de faire des passe-passe très compliqués que moi, je ne ferais pas. Si vous effacez, vous écrivez par-dessus un fichier, l'information est encore sur le disque à quelque part. Il faudrait arrêter le système immédiatement pour pas que l'information soit corrompue, puis lancer des programmes compliqués de récupération de données. C'est ça, sur les disques. Donc, en gros, là, si vous effacez quelque chose, c'est parti à tout jamais. Donc, de la même façon, si je fais ARM, fichier important, puis que je réfléchis pas, puis que je fais Enter, c'est fini. En gros. OK? Fait que, donc, admettons que je voudrais effacer tous les fichiers FASTA dans mon dossier, OK? Puis que je fais rm:/FASTA. Si je fais Enter, ce que je vous conseille fortement, c'est de faire la commande ls:/FASTA, puis même, pour bien voir, ls-l, ou je vais vous donner une autre option qui existe, ls-1. C'est une liste, là, mais j'ai pas toute l'information, j'ai juste les noms de fichiers un par ligne, donc c'est facile à voir comme ça. Donc, ls-1, étoile.fasta, puis là, je prends le temps de regarder la liste ici, parce que je sais que ce que je veux faire, c'est effacer ces fichiers-là. Puis là, je me rends compte, oups, le fichier codon.fasta, lui, je veux pas l'effacer. Donc, si j'avais fait rm étoile.fasta, je l'aurais perdu. Si là, je me rends compte que peut-être c'est juste les fichiers séquence.fasta que je veux effacer. Donc, je vais prendre le temps de faire SEQ. Puis là, je me rends compte que ce patron-là ici à droite, il représente bien ce que je veux effacer. Je vais remonter pour afficher la même... Je ne vais pas la taper à nouveau, là. Je vais afficher la même commande. Je vais effacer le L. Comme ça, je m'assure que j'efface exactement ce que je voulais, puis j'efface rien de plus. Sinon, ça va vous arriver, là. Ça m'est déjà arrivé d'effacer un dossier d'analyse où est-ce que ça faisait quelques semaines que je travaillais là-dessus. C'est pas le fun, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Puis ça, c'est un bon réflexe, là, juste de faire un ls:/FASTA, mettons. Tout de suite, on voit qu'il y a plus que ce que je voulais effacer. Puis ça arrive souvent. Là, souvent, on se dit, je vais effacer tous les fichiers .sh, les scripts, mais on oublie qu'on avait un script important dans le dossier, mettons. Est-ce qu'il y a des questions à Rimouski de ce côté-là? OK. Je vais en parler tout de suite. Tantôt, je parlais de faire attention avec ce symbole-là. Je vais le mettre un peu plus bas. Qui est utilisé dans les fichiers FASTA. Début de fichier FASTA, head, tous.fasta. Puis là, on voit que dans un fichier FASTA, c'est des très courtes séquences, c'est des codons donc 3 paires de base. Dans un fichier FASTA, il y a toujours une ligne qui commence par le symbole plus grand que, suivi du nom de la séquence, suivi de une ou plusieurs lignes qui contiennent la séquence. Okay? Donc ça, c'est la structure d'un fichier FASTA. C'est ça le format FASTA. Donc ce symbole-là, il apparaît plein de fois dans le fichier. Ah, ok, je l'ai mis plus tard, cette section-là. Mais bon. La commande grep nous permet de chercher des patrons dans des fichiers. Okay? Donc, moi, ce que je veux, c'est trouver tous les noms de séquences dans mon fichier séquence 01. Ici, je vais mettre le patron de recherche. Ça prend-tu un T ou 2 T, patron? Pattern, ça prend 2 T, fait que ça me mêle. Dans le fichier tous.fasta, non, il y en a trop, c'est... Je veux trouver quelque chose. Là, il ne l'a pas trouvé parce que patron, il ne l'a pas. Je pourrais vouloir chercher ACTG. Je le trouverai. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est toutes les lignes qui contenaient la séquence ACTG. Okay? Moi, les lignes qui contiennent des noms de séquences. Donc, grand que. Puis ça va me sortir tous les noms de séquences sur une ligne chacune. Donc ça, c'est un truc super utile parce que, entre autres, on peut soit voir tous les noms de séquences ou comme on va voir plus tard, le grep a aussi l'option "-c". Donc au lieu de nous afficher le contenu, elle va compter le nombre de fois qu'elle a trouvé. Donc pour trouver il y a combien de séquences dans un fichier FASTA, cette commande-là fonctionne bien. Okay. Là, je vais faire l'erreur de ne pas utiliser
des guillemets ici. OK? C'est ça que je veux que vous fassiez très attention. C'est super important de mettre les guillemets. Si je fais ça, on me dit « Ah, ça n'a pas très bien marché. » Bon, d'accord. Je me suis trompé. Je vais mettre mes guillemets. Puis là, qu'est-ce que je me rends compte? Oh, il n'y a plus rien dans le fichier séquence.fasta. Pourquoi il n'y a plus rien dans le fichier séquence.fasta? Parce que j'ai lancé cette commande-là ici sans les guillemets et ce symbole-là veut déjà dire quelque chose dans le terminal. Il veut dire rediriger la sortie. Okay? En gros, ce que j'ai fait, c'est que la partie à gauche de la redirection, c'est la commande. Okay? Puis je vais lancer grep-c. Ce n'est pas une commande valide. Donc, j'ai une erreur qui s'affiche ici, puis j'ai aucun output. Le aucun output, je l'ai redirigé dans ce fichier-là, donc maintenant, il n'y a rien dans ce fichier-là. En gros, c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est une façon facile de compter combien vous avez de séquences dans un fichier FASTA. C'est aussi une façon facile d'effacer un fichier FASTA sans trop vous en rendre compte. Puis comme les fichiers FASTA, j'imagine, c'est quand même de quoi qu'on utilise très souvent. Ça vaut la peine d'être très attentif à ça. De toute façon, on a tous plusieurs backups, au moins faites de façon hebdomadaire, c'est sûr sur ça. Une bonne pratique. Donc, dans mon je vais effacer. Il commence à être pas mal modifié. Je vais utiliser la recherche à l'envers de commande. OK? cp-r, je trouve exactement la commande que j'ai lancée tantôt. Puis je viens de recopier mon dossier cours 02. Puis je vais retourner dans le dossier fichier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, j'ai une question plus en lien. Pour voir la longueur, tu sais, tu demandais avec le symbole i supérieur. Pour voir combien tu as les deux lignes, est-ce que je peux pas. En théorie, un fichier FASTA, c'est une séquence par ligne? Non. Donc la question, c'est est-ce que j'aurais pas pu faire tout simplement wc-l séquence 01.fasta, puis là je vois que j'ai 200 lignes, j'en déduis qu'il y a 2 lignes par séquence, puis je me dis qu'il y a 100 séquences. Dans ce cas-là, ça marche, mais il n'y a pas de garantie que ça marche parce qu'un fichier FASTA peut aussi avoir les lignes qui sont repliées. Donc, c'est-à-dire que la séquence d'ADN, peut-être, elle fait 2000 paires de bases, mais à toutes les 60 paires de bases, elle est recoupée puis elle est sur une nouvelle ligne. Donc, c'est possible que, je vais prendre un exemple plus facile, elle a 6000 paires de bases puis il y a ses 60 paires de bases par ligne, ben, il va y avoir 100 lignes. Donc, il va y avoir une ligne pour le nom, 100 lignes pour la séquence, et ça, on ne sait pas d'avance. Donc, ça, c'est pas une bonne manière de compter le nombre de lignes. En plus que ça te donne 2 fois le chiffre que tu veux, puis parfois, ce qui t'intéresse vraiment, c'est de compter ça pour tout le monde. Puis là, tu vas être obligé de faire des divisions après. C'est plus facile d'utiliser. Mais, de toute façon, là, à toutes les fois que vous passez une chaîne de caractères à un programme, ça vaut la peine de mettre des guillemets. Ça va vous sauver toutes sortes de petites confusions comme celle-là, qui dans ce cas-là, elle est dangereuse. Dans certains cas, c'est pas dangereux, mais ça peut produire pas exactement ce que vous aviez en tête ou une erreur. Donc, ça vaut la peine de mettre les chaînes de caractères entre guillemets. J'ai une question. Oui. Dans quelques options très utiles, tu as marqué -c afficher le nombre de lignes trouvées plutôt que les lignes. Si on prend la... OK. La question, c'est, elle t'est rendue plus loin, là? Non, au début des greffes. Ouais, mais je suis pas dans le grep encore, c'est ça, c'est que j'ai pris de l'avance un petit peu. Okay. Mais bon, en gros, là, grep, mettons qu'on cherche encore A, C, T, G, puis je vais ajouter un G pour pas... J'en trouve quand même beaucoup. Pas minuscule. Bon, là, j'ai trouvé quelques séquences. Quand j'utilise l'option "-c", ce que ça fait, c'est qu'au lieu de m'afficher les lignes qui correspondent, ça m'affiche le nombre de lignes qui correspondent. Donc, ça me dit, j'ai trouvé 4 lignes qui correspondent au patron que tu as recherché ici, qui peut être un patron plus complexe que juste un bout de texte. Là. Comme on a vu tantôt avec le étoile, FASTA ou quelque chose, on peut utiliser toutes sortes de trucs ici. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans les expressions régulières pour dire, je vais vous mettre un exemple.
je veux que je veux ACT, mais je veux qu'il soit au début de le petit symbole accent circonflexe ou chapeau, ou qui veut dire. Je vais enlever le -C là, pour qu'on. Donc, je vois que j'ai cherché deux lignes qui commencent par ACT. Je pourrais vouloir les lignes qui commencent par AC. Là, apprenez pas ça par cœur, là, on va voir ça la semaine prochaine. Suivi de n'importe quoi, zéro ou plusieurs fois, je veux dire une ou plusieurs fois, et qui se termine par T. Majuscule. Le symbole pour dire la fin de la ligne, c'est le $. Donc, je cherche un T à la fin de la ligne, puis un AC au début de la ligne, puis n'importe quoi entre les deux. Je vais mettre juste un. Je vais juste faire. OK. Il y en avait, c'est juste qu'il fallait que je donne une option à utiliser justement cette syntaxe-là plus complexe. Donc, j'ai trouvé ces deux lignes-là qui commencent bel et bien par AC et qui se finissent par T, avec n'importe quoi au milieu. Donc, c'est un soit avec grep ou soit avec Perl, on va voir avec Perl, on peut utiliser des patrons comme ça qui sont plus complexes encore que ça et qui nous permettent de rechercher exactement ce qu'on veut dans un fichier. Pour l'instant, on va garder ça simple avec des exemples comme ça, par exemple. Donc, il me restait juste à regarder l'entrée standard. L'entrée standard, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais de la même façon, c'est ce symbole-là, plus grand que. L'entrée standard, c'est que. Okay? Donc, 4, et je vais lui fournir un fichier. Je peux utiliser la redirection comme ça. J'avais ce fichier-là dans le dossier. Donc, je peux lui rediriger. Dans ce cas-là, ça revient à la même chose que si j'avais tout simplement pas mis. La plupart des programmes Unix là, sont faits pour qu'à la fin, on met un nom de fichier et il sait que c'est son entrée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Sinon, on va passer au pipeline qu'on a déjà vu un peu. Là. Dans le fond, j'ai déjà fait quelques exemples. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Parfait. Ici. C'est bon. Donc là, on va voir les pipelines. Les pipelines, qu'est-ce que ça permet? C'est, en gros, je vais utiliser encore la commande grep. Je vais chercher Alice dans le fichier alice.txt. C'est juste pour vous donner un exemple. Et je me ramasse avec toutes ces lignes-là. Okay? Là, ce que je voudrais savoir, moi, c'est combien de lignes qui contiennent le nom Alice. Si je voulais faire ça, je peux utiliser un pipeline, c'est-à-dire que c'est comme si je redirigeais dans un fichier intermédiaire, OK? Donc, je pourrais rediriger dans un fichier intermédiaire ici, mais je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de passer directement l'output standard de la première commande dans l'input standard de la deuxième commande. Donc, quand on utilise un pipe comme ça, on appelle ça un pipe, pour faire un pipeline, ce que cette commande-là retournerait à l'écran, ça va être envoyé directement à ça, comme si c'est à la deuxième commande, comme si c'était un fichier texte qu'on lui donnait. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Je compte le nombre de lignes où j'ai trouvé Alice. Donc ça, c'est un pipeline très, très simple, mais on peut faire des pipelines avec une dizaine de commandes. En gros, avec une dizaine de commandes, on peut répondre à peu près n'importe quelle question. Je pourrais répondre à il y a combien de mots de 3 lettres qui commencent par W dans le fichier. Ou je ne sais pas trop, moi, il y a combien de phrases dans le fichier. Ou, là, c'est un fichier texte avec de l'anglais, mais ça pourrait être un fichier de séquence. Là. Je pourrais trouver, je vais vous faire un autre exemple. Là. Bon, il y a une option qui peut être importante. Là. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Avec cet exemple-là, c'est O. Ça me ressort juste la partie que je voulais. Okay? Donc, moi, j'ai cherché quoi? J'ai cherché Alice. Le -O fait en sorte que je reçois Alice. Okay? Mais là, je vais faire un pipeline, puis je vais envoyer ça dans WC-L. Et on voit que j'ai 2 lignes de plus que tantôt. Je vais vous afficher mon autre commande de tantôt. C'est quoi la différence entre les deux? Ici, je recherche les lignes qui contiennent Alice. Et ici, je recherche cette expression-là qui peut être plusieurs fois par ligne.
Donc, on voit qu'il y avait au moins 2 lignes où j'avais 2 fois le mot Alice. Si jamais c'est dérangeant, vous pouvez fermer la porte. Là. Je ne sais pas trop. Bon. Je vais essayer de trouver ces 2 lignes-là. grep -e, juste pour lui dire que je suis prêt à utiliser des patrons plus complexes. Je vais utiliser une chaîne de caractères juste pour être sûr. Et je cherche encore dans le même fichier. Puis là, mon patron, ça va être Alice. Le point, il veut dire n'importe quoi. Le plus, il veut dire une fois. L'étoile veut dire 0 plus. Puis je vais suivi de Alice. Donc, dans le fond, je cherche une ligne qui a Alice suivi de n'importe quoi, suivi de Alice. Puis là, on voit que j'ai trouvé ces 2 lignes-là. Alice ici, Alice là, Alice une fois, Alice 2 fois. Okay? Donc, de cette façon-là, j'étais capable facilement de trouver ça. Souvent, notre travail en tant que biologiste ou en bioinfo, c'est un travail de détective un peu. Là. Ça se peut que j'ai eu un problème concret, quelqu'un qui m'a écrit sur Internet que je ne connais pas pantoute pour me demander de l'aider avec un fichier FASTA. Puis elle, dans son fichier FASTA, il y avait une erreur. Donc, je vais aller éditer mon fichier. Il y a une erreur. Je vais juste aller un peu plus loin à la ligne 30. Puis là, je vais remplacer quelques nucléotides par des minuscules. OK? Puis là, elle avait un programme qui n'acceptait pas des minuscules. Comment je ferais pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce fichier-là? C'est juste pour vous donner un exemple. Je vais faire grep. Puis là, moi, je veux pas les noms. Si je fais ça, je vais avoir les lignes qui contiennent les noms, mais grep a l'option -v. Donc, si je fais l'option -v, je me ramasse avec toutes les autres lignes. Okay? Donc, les lignes qui n'ont pas de nom, donc les lignes de séquence. Là, le reste là, du pipeline, il va être utiliser des trucs que vous ne connaissez pas encore. Fait que prenez pas des notes de ça exactement ou retenez pas, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, j'ai utilisé Perl -pe parce que je veux. Le P, c'est pour afficher à l'écran chaque ligne. Le E, c'est pour dire d'exécuter ce que je vais mettre ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher n'importe quel caractère. C'est comme tannant que ce soit sur 2 lignes, mais bon. Je vais chercher n'importe quel caractère, puis je vais le remplacer par lui-même suivi d'un retour de ligne. Puis je vais faire ça plusieurs fois par ligne. C'est ça que ça veut dire, ce petit bout de langage-là. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans l'S. Ce que j'ai fait, j'ai mis un nucléotide par ligne. Donc, en mettant un nucléotide par ligne, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça? Je peux utiliser sort, suivi de qui va compter à chaque fois. Mettons que j'ai 20 A d'affilée, il va me dire qu'il y avait 20 A. Et en faisant ça, je vais voir que j'ai 100 lignes vides. Bon, il ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup de A majuscule, de C majuscule, de G majuscule, de T majuscule. Puis là, hop, juste en faisant cette petite commande-là, je viens de trouver c'est quoi l'erreur dans le fichier. Mais cette personne-là, elle avait un fichier de, je sais pas moi, 3000 séquences, puis elle était juste incapable de trouver les erreurs dans son fichier. Puis juste en faisant une petite commande comme ça, ça a pris, là, je vous l'ai expliqué, puis ça a pris 1 minute, là, mais pour de vrai, ça a pris quelques secondes, puis j'ai trouvé c'était quoi son problème dans son fichier. Fait que c'était juste pour vous montrer une application concrète là, de comment on peut jouer au détective un petit peu en utilisant les pipelines comme ça. Est-ce qu'on pourrait les remplacer? Oui. Une fois que j'ai trouvé qu'il y a ces lettres-là, les A minuscules et les C minuscules, une bonne idée, ce serait de valider que je ne les ai pas dans mes noms de séquence. Parce que ça se pourrait, par exemple, si j'avais un E minuscule, puis ma séquence s'appelle séquence, ben, il y a un E dans séquence, puis je vais le remplacer. Donc, je vais regarder les lettres qui composent mes noms de séquence. Je vois que j'ai un S, un E, blablabla, mais je n'ai pas de A, ni de C. Donc, je pourrais les remplacer automatiquement. Pour faire ça, la façon la plus simple, ce serait d'utiliser un petit programme TR qui est, c'est pour Translate. Fait que là, je lui dis, lui, les A et les C, ACTG, je vais les mettre comme ça. Traduis-les-moi par ACTG dans ce fichier-là. Ça se peut que il prend juste un string comme ça, là. Non. On va aller voir le manuel. TR option 7172. Je sais pas, des fois à la fin il y a des exemples.
peut-être pas. Translate or delete characters. Fait que tu vois, lui, là, de juste lui mettre le nom de fichier à la fin, il n'aimait pas. Donc, il fallait que je lui dise c'est dans quel fichier. Puis là, il me les a remplacés. Je vais mettre le résultat dans un fichier temporaire. Puis je vais vérifier que j'ai bien réglé le problème. Ça, c'est important. Tu sais, quand on fait ces affaires-là, là, je ne peux pas juste penser que j'ai résolu le problème. J'ai peut-être causé un bug, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Il faut toujours valider. Donc, je vais utiliser exactement la même commande que j'ai faite ici, qui me disait la fréquence des lettres. Mais cette fois-ci, je vais le faire sur mon fichier corrigé. Je l'ai appelé juste temp, oui. Puis dans mon fichier, on voit que j'ai un A de plus, un A majuscule de plus, mais plus de A minuscule, et j'ai 2 C de plus, et je n'ai plus de C minuscule. J'aurais pas été obligé d'utiliser TR, j'aurais pu prendre Perl, j'aurais probablement pris Perl par défaut, là, mais c'est ça. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est juste un exemple concret, c'est quelque chose que tu pourrais avoir envie de faire parce que ça te causait des problèmes dans ton fichier. Sinon, là, j'aurais fait Perl moins P. Encore une fois, notez pas ça. J'aurais dans la ligne, tu trouves pas ça s'écrit. Alors, cherche certaines lettres A, C, T, G et remplace-les par blablabla ou mets-les en majuscule. Ou dans le fond, j'aurais dit si cette ligne-là n'est pas une autre séquence, mets la ligne en majuscule. Ça aurait résolu le problème. Il y a tout le temps 20 façons différentes de faire les mêmes choses, mais c'est à vous de connaître quelques commandes et de savoir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Des questions? Fait que la commande grep, on l'a déjà vu là, quelques fois. Vous savez à quoi elle sert. Aller chercher des lignes qui contiennent un patron. Elle a quelques options intéressantes. On en a vu quelques-unes encore une fois. On a vu l'option "-c". Au lieu d'afficher les lignes, on les compte. L'option "-v". Au lieu d'afficher les lignes qui contiennent le patron de recherche, on affiche les lignes qui ne contiennent pas le patron de recherche. Donc V, c'est pour reverse. "-i", ce que ça veut dire, c'est case insensitive, fait que ça ne va pas s'occuper s'il y a des lettres majuscules ou minuscules. Par exemple, si je fais grep Alice en minuscule dans Alice au Pays des Merveilles, il se trouve aucune fois parce que c'est un nom comme ça, un nom commun, puis non propre, c'est un nom propre. Ça fait longtemps que je suis allé à l'école. Alors que si je cherche, je vais mettre "-c", si je cherche le A majuscule, je vais les trouver. Mais je ne l'avais pas trouvé sans avoir mis le majuscule. Ça se peut que moi, je vais chercher ici, là. C'est un des exemples que j'avais. Je veux le mot "de", je laisse un espace après parce que je ne veux pas "there", "them", puis tout ça. Je vais compter combien de fois je trouve "de", combien de fois je le trouve avec un T majuscule. Puis, ça se peut que, moi, ça ne me dérange pas, je veux un ou l'autre. Fait que je mets l'option "-i". Okay? Souvent, on peut les coller comme ça. Puis là, on voit que c'est pas tout à fait comme additionner les deux parce qu'il y a probablement des lignes qui y a 2, 3 fois. Mais ici, j'ai trouvé, peu importe qu'ils soient en majuscule ou en minuscule, avec l'option "-i". Ouais. Comment on fait pour commencer 2 fois dans la même ligne le même mot? Vous avez fait Alice, Alice. OK, on va essayer de trouver les lignes où est-ce qu'il y a 2 fois "de". C'est comme j'avais fait tantôt avec Alice. Okay. Si je voulais trouver les lignes où il y a 2 fois "de", c'est de code un peu plus avancé, par exemple, de quoi on va voir la semaine prochaine. Grep, moins grand E. Dans le fond, le moins grand E ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'on va utiliser les expressions régulières. Okay? C'est pour regular expressions. Le grand E, ce qui veut dire, il y a déjà des expressions régulières qui sont permises avec grep, mais le grand E, il fait qu'on va utiliser la version comme la plus étendue, qui est la plus puissante, qui est plus standard aussi. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va lui mettre un "i" parce que ça ne nous dérange pas si c'est en minuscule ou majuscule. Puis on va chercher le point quand on parle d'expression régulière. Le point veut dire n'importe quel caractère. Puis le plus, il veut dire n'importe quel caractère au moins une fois ou plus. Puis là, je vais chercher un autre "de".
dans le même fichier Alice. OK, fait que là, on va trouver les quelques lignes où est-ce que... En gros, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il nous surligne en couleur. C'est pas tout le temps comme ça sur tous les systèmes, là, mais sur ce serveur-là, cette version-là de Linux, par défaut, grep nous sort la partie qui correspondait au patron en couleur. Donc, on voit ici, j'ai de, blablabla, blablabla, de, blablabla, blablabla, de. Puis on voit qu'il a souligné tout ça ici. Donc, quand je fais une recherche comme celle que j'ai faite avec le point plus ici, là, lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est qu'il va être greedy, là, il va être avare, si on veut, c'est qu'il va essayer de mettre le plus de caractères possible dans ça ici. Donc, il aurait pu s'arrêter à the pool replying to the, mais il y a un autre de plus loin sur la ligne, fait que lui, il veut en avoir le plus possible, il va se rendre jusqu'au plus loin. OK. On va essayer de se rappeler de cette ligne-là avec le pool. Je pourrais ne pas faire ça. Si je mettais un point d'interrogation, je pense que c'est après le plus. Non, c'est pas ça. Hein? Non. Bon, fait que tout ça pour dire, je me souviens pas, il y a une option là qu'on peut spécifier qu'on veut qu'un groupe de caractères, là, il le trouve pas le plus de fois possible. Mais je pense que ça s'applique peut-être juste quand on en a plusieurs groupes de caractères comme ça sur la même ligne. Est-ce que c'est le temps d'une pause? Rapide ou... Je sais pas si c'est Alexandra que je vois là-bas en noir. Oui? Ah, OK. Y avait-il quelque chose? Une question? Ce sera pas long. Essayez donc de parler, voir. Non, là, je vous entends pas. Mute. Là, tu nous entends? Oui, je vous entends. On va le faire par ici aussi. OK. Donc, non, je pense que tout est correct ici. Ouais, c'est bon. OK, bon. Tant pis. Est-ce que donc, vous n'aviez pas de questions? C'est juste pour être sûr ça avant de recouper le son? Ah, c'est bon. OK, parfait. Puis là, j'imagine que vous voyez mon écran. Là, vous voyez mon écran. OK. Fait que ça, c'était pour rechercher, dans le fond, un patron un peu plus complexe. De la même façon, dans certains cas, on peut le faire en deux coups. Si, par exemple, je veux chercher Alice, Rabbit, je peux faire... Mais je suis pas obligé non plus. Puis en plus, là, je force que Alice soit à gauche puis que Lapin soit à droite. Parfois, c'est pas ça qu'on veut. Peut-être que je veux faire un grep, .i, Alice. Seulement dans les lignes qui contiennent Alice, je veux chercher Rabbit. Ouais, c'était comme un nom propre là-dedans. Donc là, on voit que cette fois-ci, ben, j'ai juste la dernière recherche qui est en couleur par contre. Mais parfois, le lapin est à gauche de Alice. Puis, j'imagine, parfois, voilà, non, même affaire. Parfois, il est à droite comme ici. Donc là, j'ai cherché toutes les lignes qui contiennent à la fois lapin et Alice, par exemple. Moi aussi. Fait que, juste pour faire un autre exemple, si je veux chercher le nom des chapitres, je me ramasse avec les noms des chapitres. C'est possible que j'aurais trouvé le nom chapter ailleurs dans le texte. Donc, comme j'ai fait tantôt, je peux lui spécifier que je veux qu'il soit au début de la ligne. Ça, on appelle ça un caractère d'ancrage, si on veut. Là. Ça veut dire qu'il faut absolument que ce soit au début de la ligne. Faut-tu dire à chaque fois quand on parle une page, faut-tu dire à chaque fois dans quoi chercher? OK. J'ai une question. Puis la question, c'est est-ce que si je refais un autre grep ici, est-ce qu'il faut que je lui dise dans quel fichier chercher? La réponse, c'est non, parce que le symbole de pipe, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend le résultat du programme de gauche, puis il le transfère directement au programme de droite. Comme si c'était son fichier d'entrée. C'est ça l'utilité des pipes, dans le fond, des pipelines.
Puis là, j'avais ma petite note dans les notes de cours là, de faire attention au fichier FASTA. Fait qu'encore une fois, n'oubliez pas de mettre les guillemets autour du symbole plus grand que, sinon vous allez effacer vos fichiers FASTA. Il y a d'autres options intéressantes à grep, là, ils sont moins utilisés un peu. Le moins grand A, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est qu'il va ajouter des lignes avant ou après. Donc, si je recherche Alice, je trouve tout ça, mais peut-être que moi, ce que je veux 3 lignes. À chaque fois que je trouve Alice, je veux 3 lignes de plus. Donc, par exemple, ici, j'ai trouvé Alice, j'ai 3 lignes de plus. Ça donne que l'autre ligne d'après contenait Alice aussi, donc il me l'a gardé dans un groupe. Ensuite, il a retrouvé Alice encore, il m'a donné 3 lignes. Je vais remonter un peu, là. Mais en gros, ce que ça ressemble, c'est comme ça ici. Sur cette ligne-là, il me trouve Alice, et je lui ai demandé, garde-moi 3 lignes après. Il m'a gardé 3 lignes après, et il les sépare par 2 petits guillemets comme ça. Donc, parfois, là, c'est avec moins grand A, avec moins grand C. Ben, moins grand B, c'est A, c'est after, B, c'est before, puis C, c'est comme, on pourrait dire, contexte. Fait qu'il nous donne des lignes avant et après. Donc, parfois, on cherche quelque chose, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il y a autour de ce qu'on cherche. Dans un cas comme celui-là ici, ben, ça me donne un peu plus de contexte là, sur qu'est-ce qui se passait avant et après. Ça, c'est avec moins grand A, moins grand B, moins grand C. Moins F, ça, c'est intéressant. Je vous ai montré, j'ai un fichier qui contient ces 3 chaînes de caractères-là. Fait que lapin, chapelier, puis loutre. Et là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux chercher ces 3 choses-là dans Alice. Je préfère grep moins I. Je vais faire grep moins I. Rabbit dans Alice. Puis je le trouve 51 fois. Je pourrais revenir, taper le chapelier. Puis après ça, aller voir la loutre. Ah. Bizarre. Qui d'autre qu'on a dans cette... C'est comme ça. Ben oui, Queen, ça serait bon. Ah, je l'avais Queen en plus. Fait que Otter, il l'a juste pas trouvé. Puis Queen, 75 fois. Mais là, peut-être que j'ai un fichier qui contient plein de patrons comme ça. C'est toutes des choses qui m'intéressent de trouver. Fait que qu'est-ce que je peux faire? C'est grep moins ici. Je veux les compter, puis ça ne me dérange pas si c'est minuscule ou en minuscule. Moins F. Puis là, je lui donne le nom, le fichier. Le moins F, c'est pour faire. Fichier. Je lui donne le nom du fichier qui contient les patrons, avec un patron par ligne. Puis le fichier où chercher. Puis là, il va me trouver toutes les lignes qui contenaient un des patrons. Je pourrais les regarder aussi, ces lignes-là, au lieu de les compter. Donc, je vais enlever les lignes, je ne veux pas juste les afficher. Je fais un... Ça, c'est ça ici, là, c'est un patron très courant. C'est comme une recette courante. Vous faites quelque chose, vous l'envoyez dans l'S. Là, vous êtes capable de regarder qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous vous rendez compte que, bon, c'est bon, j'ai tel genre de... Maintenant, je suis prêt à faire mon autre commande qui serait... j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, là. C'est quoi la prochaine commande? La commande sort. Mais je vais faire la commande sort. Puis là, je vais envoyer ça à nouveau dans l'S. Puis là, je me rends compte que j'ai trié mes lignes alphabétiquement. Eric, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, donc c'est Alexandra Rimouski. J'aurais une question par rapport à si tu fais une recherche avec la commande grep pour compter, par exemple, la présence d'un patron dans une séquence, là, par exemple, ACGT dans ta séquence. Ouais. Si tu fais ça par ligne, il va considérer toutes les lignes, mais si tu veux faire ça par séquence, puisque les séquences sont affichées sur plusieurs lignes, comment est-ce que tu fais ça? Tu vas avoir besoin de faire un petit truc. Il y a différents trucs. Je vais vous remettre un minute parce que je... Bon. Il y a différents trucs que tu pourrais faire. Oui, c'est correct. Il y a différents trucs que tu pourrais faire. Ça se peut qu'il va falloir que tu utilises un outil qui va... quand les séquences FASTA sont sur de plusieurs lignes comme ça, on dit qu'elles sont repliées. En anglais, c'est wrapped. Tu peux utiliser un programme qui va enlever le wrapping de tes lignes, OK? Donc, tes lignes, je vais faire un fichier temporaire. Les séquences, blablabla. Puis, je vais faire
On va voir si ça marche. Je vais faire 10, C, T, G, G, G. B, ça m'étonnerait. OK. Fait que là, ça c'est très belle. Puis elle finit peut-être ici. Puis là, au début, yank. Puis là, tu en as une autre, puis tu en as d'autres dans ton fichier. Soit tu utilises un logiciel qui va te les replier ensemble comme ça. Là, ça, malheureusement, il ne les affiche pas full bien. C'est pas ça que je veux. Ça sera pas long. Oups. Ah, c'est parce que je n'ai pas fini. Bon, je ne vais pas gosser plus longtemps pour essayer de faire un beau fichier, mais en gros, elle pourrait être toute sur une ligne, puis le logiciel, il pourrait te faire ça. Sinon, tu vas être obligé de gosser avec Perl. Okay? Donc, moi, le truc que je fais, ben, je vais vous montrer dans le fond comme c'est que j'arriverai, toutes les fois qu'il y a un retour de ligne, j'y ferai insérer new line. OK? Fait que là, il insérerait new line à la fin de chaque ligne. Ce que je ferais, c'est que je lui dirais, là, je fais ça d'édition de texte, là, mais je le fais avec Perl. Là, je lui dirais, chaque fois que tu trouves un retour de ligne, enlève. Là, il est vrai, oui, non, ça n'a pas marché. Cherche retour de ligne, puis remplace-le par rien. Bon, en tout cas, il n'aime pas bien ça, là, mais en gros, là, je me ramasserais qu'il serait. Qu'est-ce que je ferais, c'est que je remplacerais tous les symboles comme ça ici. Dans le fond, il faudrait que j'en mette au début aussi. Tous les symboles ici par un retour de ligne. Puis après ça, j'enlèverai les autres retours de ligne. Mais bon, fait que c'est un peu compliqué de faire ça. Le plus simple, il y a un fichier, un programme qui fait partie de la suite FastX Toolkit qui s'appelle FASTA Formatter. Il n'est pas installé sur le serveur présentement. Tu lui dis FASTA Formatter, le W c'est la largeur de tes séquences, mais si tu lui dis 0, il va comprendre que tu ne veux pas qu'elle soit repliée, le nom de ton fichier de séquence, puis le nom d'un fichier de sortie où tu le rediriges vers séquence.unwrapped. Tu fais ta recherche sur ce fichier-là. Okay, il n'y a comme pas de façon simple, sinon c'est du fichier texte, puis les séquences sont sur plusieurs lignes, là, fait que ça peut être problématique. Ça répond à ta question? C'est un pouce par en haut, ça? Parfait. C'est ce que ton pouce, il y a 1 pixel vu d'ici. Donc, je vais prendre une petite note peut-être, là, puis de faire un exemple avec ça plus tard. Même qu'on va apprendre à installer des logiciels. Au pire, je vais voir si on est capable facilement de s'installer ça sur le serveur ici. On installera celui-là, puis on le testera. En fait, il me semble qu'il n'est pas le fun à installer. Ensuite, la commande, on n'a pas vu encore beaucoup, mais bon, là ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la commande sort. Le tri. Donc, j'ai trié la sortie de tout ce que j'avais fait avant. J'avais recherché quelques patrons, puis j'ai trié, puis on voit la lettre T, U, V, W, jusqu'à la fin. Donc, la commande sort, tout ce qu'elle fait, c'est trier. Donc, admettons que je regarde mon fichier de patron. Et la reine, ce ne sera pas long. Je vais faire quelque chose. Donc, j'ai lapin, chapelier, loutre, reine. Et je pourrais faire un sort là-dessus. Quand je fais un sort, là, ben, j'avais une ligne vide. La ligne vide a été mise en haut. Et après ça, c'est par ordre alphabétique. Donc, c'est à ça que ça sert la commande sort. Il y a différentes options intéressantes. L'option R pour reverse. Tantôt, c'était V, reverse dans grep. Là, c'est R. Des fois, c'est mêlant un peu, mais bon.
puis différentes options que vous avez. Là, si vous utilisez -U, vous allez enlever les lignes identiques. J'ai-tu fait un fichier avec des lignes? Ouais, ça a dit. Qui s'appelle Repeated Lines. C'est des lignes de Alice au pays des merveilles que j'ai pris au hasard. Puis on voit que il y a des lignes qui se répètent comme celle-là, celle-là se répète ici, etc. Donc, si je regarde ce fichier-là, puis que je 17 lignes. Par contre, je peux faire sort. OK. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup moins de lignes. Une fois que j'ai enlevé les lignes répétées, je pourrais, avec cette recette-là, assez simple, sort-U, WC-L, compter il y a combien de lignes uniques dans un fichier. Donc, par exemple, vous pourriez avoir un fichier de codon. On pourrait regarder ça. On a le fichier de codon déjà. Donc, je préfère grep. Pas des noms de séquences. Et voilà. Je vais les trier. -U. Différents dans ce fichier-là. J'en ai 55. Combien il y avait de codons au total dans ce fichier-là? Donc, ça me permet de compter comme ça. Je vais tout de suite vous montrer, j'ai pas fini les options, là, mais pour vous montrer une des autres options, je vais tout de suite vous montrer la commande unique. Mes lignes répétées ici. Puis je vais utiliser la commande. La commande unique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que s'il y a des lignes identiques répétées, okay, je vais vider ça pour qu'on ait juste l'output ici. Fait qu'on voit que cette ligne-là, elle est quand même répétée 2 fois, mais pas de façon consécutive. Toutes les répétitions consécutives ont été enlevées. Si j'utilise sort et que ensuite, comme si j'avais utilisé sort-U. Okay? Mais, qu'est-ce qui peut être intéressant comme recette d'utiliser? C'est utiliser unique-C. Qu'est-ce qu'il va faire unique? C'est qu'il ne va pas enlever les lignes répétées. Il va plutôt me compter chaque fois. Par exemple, le fichier commence par cette ligne-là, qui est retrouvée 3 fois, suivi de cette ligne-là, qui est retrouvée 3 fois, etc., etc. Donc, on voit, j'ai trié mes lignes, puis ça m'a permis de compter le nombre de lignes. Je pourrais faire la même recette avec mes codons. Donc, je vais faire grep -v, ma petite recette pour aller chercher les séquences dans codon. Je vais trier, puis avec unique, je vais les compter. Okay, fait que ça aussi, c'est une recette assez fréquente. Et là, on va regarder ça dans less, parce qu'il y en a. Quand je regarde ça dans less, mais là, on voit que la séquence ACC était là 2 fois, la séquence AGG était là 1 fois, etc., etc. C'est utile un petit peu comme ça, mais c'est surtout utile si on les trie numériquement. Donc, je peux reprendre le résultat de tout ça et refaire un sort pour numérique. Et je vais faire R parce que je le veux en ordre inverse. Je veux les plus fréquents en haut. Puis je vais envoyer tout ça dans head -20 parce que je veux les 20. Donc, ça, c'est une recette assez fréquente aussi. Puis vous voyez que c'est une bonne façon d'utiliser un pipeline. J'ai une commande grep, une commande sort, unique, less, ça ne marche pas vraiment, ça. J'ai-tu less qui est là-dedans pour de vrai? Ça, c'était pas très bon. Donc, j'envoie ça dans sort, je les trie, je les compte, puis je les retrie par ordre numérique. Puis là, je me rends compte que le codon le plus fréquent, c'était TCA, suivi de GGT, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment servir dans des vrais cas, comme par exemple, avec d'autres commandes dans le pipeline. Par exemple, je reçois un fichier de séquençage de RAD sequencing, il me semble que c'est ça que vous voulez faire, Alexandra, puis Eric, puis plusieurs personnes dans notre labo qui font ça. Vous recevez votre fichier, puis vous voulez trouver au début de chaque séquence le bout de séquence qui identifie l'individu. Comment je ferais ça? Je vais vous faire un exemple avec un autre fichier de séquence 02. Puis là, au lieu d'envoyer ça tout de suite dans sort, je vais utiliser la commande juste après, puis je veux les 6 premiers caractères.
cote -C, ça lui dit que je veux retenir des caractères. Et le -6 ici, là, dans le fond, ça lui dit de 1 à 6. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un fichier de séquence, j'ai pris les 6 premiers caractères qui représenteraient, par exemple, mes identifiants d'individus. Je les ai triés. Pourquoi je les ai triés? C'est juste pour avoir toutes les occurrences du même identifiant, qui soit une après l'autre, parce que c'est ça dont j'ai besoin pour la commande unique, pour les compter après. Donc, je les ai triés, je les ai comptés. J'ai retrié en ordre numérique pour avoir le plus fréquent en haut, puis j'ai regardé juste les 20 plus fréquents. Okay? Ça, admettons que j'ai un fichier, je sais que j'ai séquencé 12 individus, j'ai mis des identifiants. J'ai fait une librairie, j'ai poolé tous mes individus, j'ai envoyé ça au séquençage, j'ai reçu mon fichier. Si je fais cette recette-là, exactement comme ça, ben, supposons que j'ai des identifiants de 6 paires de base dans mon fichier, je devrais retrouver en haut de la liste ici, très fréquent, les identifiants de mes individus, et plus bas, donc peut-être ici, jusque ici, mettons j'ai 12 jusque-là, ces 12-là, je devrais avoir des milliers ou des centaines de milliers de séquences. Typiquement, je ne le fais pas sur tout le fichier, là, je le fais juste sur le début du fichier. Puis, aussitôt que j'arrive à dépasser mon 12e, ça devrait descendre à des très faibles valeurs. Donc, dans mon fichier, je devrais juste retrouver les individus que j'ai mis. C'est une vraie recette que j'utilise quasiment toutes les fois pour confirmer que dans le fichier de séquence, il y a bel et bien ce qu'on s'attend. Ça permet d'identifier toutes sortes d'erreurs aussi. Si deux librairies ont été mélangées, mais ils ne contiennent pas les mêmes identifiants, ben, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les identifiants que vous attendiez qui sont dans la librairie, puis vous allez pouvoir corriger. Y a-t-il des questions par rapport à ça? De votre côté, à Rimouski, ça va? Ça, c'est typiquement, c'est plus avancé, là. Mais éventuellement, c'est ce genre de choses-là. Il faut apprendre à composer des pipelines, des suites de commandes comme ça qui répondent à votre question. Donc, c'est peut-être un bon moment juste pour faire une mini parenthèse, là, mais ça, c'est en lien avec ce qu'on appelle la philosophie Unix. La philosophie Unix, c'était que faire des petites commandes qui font chacun une seule chose, mais qui font bien, qui font ça spécifiquement. Il n'existe pas une commande sur le système qui me dit combien de fois je trouve des identifiants dans une séquence FASTA. Par contre, il existe, j'ai utilisé combien de séquences différentes de programmes? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé 5 petites commandes très simples qui sont chacune plutôt simples, puis je peux répondre à peu près n'importe quel genre de questions avec ça. Surtout si on ajoute les expressions régulières puis Perl, comme on va voir la semaine prochaine. J'ai mis d'autres options là, pour la commande sort. Je vais faire un point. Oups. Ça. La commande DU, là, dans le fond, je ne l'ai pas vu. C'est un exemple avec. Je vais juste me servir de sa sortie. La commande DU, -sh étoile, elle me dit la taille des dossiers. Oh, c'est pas là que je voudrais aller, ici. Okay, DU-SH, donc j'ai mon cours 01 qui prend 200 kilooctets, cours 02, 264 kilooctets, différents fichiers. Je vais utiliser un pipeline pour faire sort, mais là, ce que je veux trier, je vais faire juste sort -n comme si c'était. Mais là, on voit que c'est plate parce que ça donne, ça s'est bien trié. Mais parfois, ça aurait pu pas bien se trier. Ici, par exemple, si j'avais un fichier de 100 gigs, il me l'aurait mis entre entre 4 et 200, mettons. Mais alors que mon fichier de 100 gigs est très gros, il devrait aller à la fin après celui-là. Donc, pour régler ça, ben, je vais aller ailleurs, là, voir s'il y a un dossier qui est plus intéressant. Dossier du cours 0. 36K, 148K, on n'est pas chanceux. 02. On n'est pas chanceux. C'est pas très grave, dans le fond. Je vais lui demander de me croire. En tout cas, fait que disons que ça ici, c'est pas affiché dans le bon ordre. Si au lieu d'utiliser numérique, j'utilise H,
comme quand on utilise la commande ls-lh, le h, il veut dire d'afficher les chiffres en octets, kilooctets, mégaoctets, gigaoctets, etc. Ben, le -h ici, c'est comment trier de façon correcte des chiffres qui représentent des tailles de fichiers. Après ça, ça se peut que vous voulez aussi trier des choses comme des numéros de version 1.2, puis version 10.4. Ben, version 10.4 va être triée avant, parce que 1.0 va avant 1 point, par exemple. Donc, si on utilise sort avec l'option, le grand V, c'est pour version. Ça va reconnaître des formats un peu plus barbares qui contiennent du texte puis des chiffres. Parfois, c'est utile. Ça, vous avez tout ça dans les notes. C'est juste, je passe rapidement sur les exemples que j'ai mis d'options utiles. Ah, d'ailleurs, je l'avais mis le DU-SH. Commande unique, on l'a pas mal déjà vu. La commande cut, on l'a vu un petit peu, mais je vais faire une couple d'exemples. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle un CSV. Puis c'est une espèce de database de différentes personnes puis de leur travail. Donc, on a le nom, l'âge et ce qu'ils font dans la vie. Orléane, 22 ans, biologiste. Ribaldo, j'ai inventé ça. Je ne sais pas si ça existe comme nom. C'est quand même beau. Peut-être appeler mon prochain fils Ribaldo. Il va donner un athlète. Mélanie, 45. Quentin, c'est quoi déjà? C'est celui qui fait nos impôts, là. Un comptable. Un comptable, elle a une job le fun. Jean, 18 ans, étudiant, blablabla. OK? Fait que ça, c'est un fichier qui contient 3 colonnes. À chaque fois ici, le caractère qui sépare, c'est une tabulation. OK? Donc, 3 colonnes séparées par une tabulation. Puis moi, en fait, je voudrais enlever les noms, je vais garder juste les âges et le travail qu'ils font. Pour faire ça, j'utilise la commande cut qu'on a vu un peu tantôt. Tantôt, on l'avait utilisé avec l'option C, qui retient des caractères, mais là, on va l'utiliser avec l'option F, qui retient des colonnes. C'est pour field. Field, c'est comme les champs dans un tableur. Et je vais retenir les champs 2 et 3. Donc, 2,3 dans le fichier. Donc, si je fais ça, je me ramasse avec les âges comme ça. Donc, on va faire un exemple. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de voir en âge croissant, est-ce que les gens font des jobs de plus en plus fun ou de plus en plus plates en fonction de l'âge qu'ils ont. Pour faire ça, je vais faire un petit pipeline. Je vais faire grep-v parce que je veux enlever la première ligne. La ligne qui contient name. Je me ramasse ici. Pardon, il ne l'a plus parce que je l'avais enlevé cette colonne-là. Donc, la ligne qui contient work. Okay, j'enlève la ligne qui contient work. Il me reste juste les données. Puis là, je vais faire un sort -numérique. Puis là, je me rends compte que c'est bien plus le fun d'être étudiant que biologiste. Apparemment, c'est plus le fun d'être biologiste qu'athlète. Je sais pas trop, dans le fond, hein, si ça marche ma liste. En tout cas, c'est sûr que la personne la plus vieille, je l'envie pas dans sa job, mais le reste, ça a tout l'air excitant. Fait que j'ai pas, en tout cas, j'avais une hypothèse, je vois que peut-être ça n'a pas rapport à mon hypothèse, mais j'étais rapidement capable d'aller voir dans les données à cause de 3 petites commandes avec cut. Je suis allé chercher des colonnes qui m'intéressaient. Grep, j'ai juste enlevé une ligne parasite, sinon cette ligne-là aurait resté, elle aurait été peut-être triée soit au début, soit à la fin, dépendamment du genre de sort que je fais. C'est ça, dans le fond. Je répondais rapidement à cette question-là. J'ai mis d'autres exemples. Alice. Admettons que je fais cut-c, donc c'est les caractères. Je vais garder le premier, le troisième et le 5e caractère dans Alice. Puis là, c'est long, fait que je ne veux pas tout afficher, je veux juste ramasse avec ce texte-là. Donc, je peux aller sélectionner de façon précise là, des portions, dans le fond, là, de textes qui sont séparés par colonne. De la même manière, je peux aller chercher du fichier Alice, les 20 premiers caractères par ligne, dans le fond. Je ne dis pas que c'est très utile à faire, c'est juste que c'est un exemple. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non? Parfois, la commande ls-lh, par exemple, elle n'est pas séparée par... je vais vous montrer une autre option dans le fond. Ici, là, elle n'est pas séparée par des tabulations, c'est des espaces. Okay? Il y a beaucoup de
commande Unix ou de quoi là, qui tabule automatiquement, mais en utilisant des espaces. Ils peuvent faire ça parce que les caractères qui sont affichés à l'écran sont des caractères monospace. Les gens qui sont sur PuTTY, ça se peut que ce soit pas vrai, dépendamment des caractères que vous avez mis, mais typiquement dans un terminal, c'est des caractères monospace. Ce que ça veut dire, c'est que le 1, il prend autant d'espace qu'un W, par exemple, ou un I prend autant d'espace qu'un W. Ils prennent tous le même nombre de pixels. On voit, par exemple, ici, là, le W, il prend... Je vais réussir. Il prend exactement la même largeur que le 1 ici. Donc, si je voulais, je pourrais compter le nombre de caractères ici, puis me rendre jusqu'à cette colonne-là, puis couper du caractère là au caractère là. Donc, on va le faire juste pour le fun. Je fais un pipeline ls-lh, cut-c. Je vais évaluer, là, c'est où, 10, 20, je veux dire que c'est à peu près 25. Puis je vais à 35, juste pour voir. C'était pas si pire. Là, je vois que mon 25 était pas bon, c'est plutôt 27. Puis je vois que mon 35 est pas bon. En gros, je veux 4 caractères. Fait que je vais me rendre jusqu'à 31. Et voilà, je suis allé chercher ce que je voulais. Ça peut être une façon d'aller chercher des blocs de texte. Dans ce cas-là, c'est pas full pratique les commandes qui séparent par des espaces. Ce que je fais la plupart du temps. On va voir la prochaine fois. J'utilise Perl. Puis je lui dis de chercher les caractères, espace, un ou plusieurs espaces, puis de les remplacer par un seul espace. Puis là, je suis obligé de mettre un petit G ici. Le G, c'est pas greedy comme tantôt. Il essaie de faire ça le plus de fois par ligne possible. Donc, par exemple, si ici, il y a 2 espaces ou 3 espaces, puis plus loin, il y avait 2 espaces ou 3 espaces, si je ne lui mets pas le G, il va juste remplacer les premiers. Quand je fais ça, tout d'un coup, mon output de commande, là, il a l'air moins beau à regarder visuellement, mais il est plus facile à séparer parce que chaque colonne est séparée par un seul espace maintenant. Donc, comment je vais faire pour aller chercher ma colonne? Ça ici, c'est la colonne 1, colonne 2, colonne 3, 4, 5. Moi, je veux la colonne 5. Je vais utiliser cut. Moins. Ça va peut-être pas marcher. Ben, ça va peut-être marcher. Non. Ça va pas marcher parce que par défaut, il cherche une tabulation. Donc, il faut lui spécifier comme séparateur. Le D, c'est pour Field Delimiter, ce qui délimite les champs. Que nous, c'est la colonne 5, quand les colonnes sont séparées par des espaces. As-tu des questions par rapport à ça? Puis on arrive quand même proche de la fin. Là, fait que s'il y a des questions par rapport à n'importe quoi qui a rapport au pipeline, les commandes qu'on a vues, redirection. De votre côté, de quoi ça a l'air les questions? Posez-moi des questions. Je suis là pour ça. Sinon, je vais passer vite le mot de la fin. Fait qu'on a révisé un peu les dossiers importants. On a vu quelques nouvelles commandes utiles, genre History, Ctrl-R pour rechercher dans l'histoire, Echo, Top pour voir les processus, etc. On a vu les entrées et les sorties. Je pense que je vais retourner comme ça. Oups. Si je retourne comme ça, je vais mettre de la lumière un peu. Bonjour. Donc, on a vu les entrées, les sorties, la redirection, puis les pipelines. Ça, c'est toutes des choses qui sont très utiles, surtout rediriger les sorties standards de programmes avec le symbole plus grand que. Les pipelines, c'est comme incontournable. Je veux dire, chacune des commandes, étant donné la philosophie Unix, ben, elle fait juste une petite chose bien précise. Elle n'essaie pas de résoudre tous les problèmes possibles, mais elle est bien de juste faire rechercher, remplacer, aller chercher des caractères, rechercher dans un fichier, etc. Et on a commencé à avoir quelques commandes pour manipuler du texte, grep, cut, sort, wc, etc., etc. La semaine prochaine, dans le fond, ce qu'on va voir, c'est continuer à manipuler des fichiers texte, mais avec Perl et les expressions régulières qui vont servir à la fois dans Perl puis dans grep. Et dans d'autres langages, dans R, vous pouvez utiliser les expressions régulières. Dans Python, vous pouvez utiliser les expressions régulières. C'est comme dans quasiment tous les langages de programmation, c'est quelque chose d'important. Si vous manipulez du texte.
On va voir très rapidement, Perl, je vais passer plus de temps, mais on va voir très rapidement aussi SED et Awk, qui sont deux programmes quand même très vieux qui servent à faire de la rechercher remplacée aussi dans du texte ou extraire des portions de texte, mais que la plupart du temps, je n'utilise pas, j'utilise toujours Perl. C'est comme Perl a été développé pour remplacer ces outils-là, en quelque sorte. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions? Ça peut être des suggestions de sujets ou d'exercices ou de quelque chose de spécifique à faire, comme tantôt, Alexandra, là, tu parlais de chercher un patron dans des séquences qui sont repliées. Là. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose pour ça. Y a-t-il quelqu'un qui a une suggestion de soit d'application qui pourrait servir pour le prochain cours? Ou de comment améliorer le format du cours. Là. Moi, je suis ouvert à toutes les suggestions. Dans le fond, c'est pour vous autres le cours. Bon. Sinon, ben, on peut faire un peu comme la semaine passée, c'est-à-dire que si ça vous tente, moi, je vais rester jusqu'à midi pour pendant que vous faites les exercices, puis je peux répondre à vos questions. Les exercices, ils révisent exactement ce qu'on a vu. Si vous avez bien retenu, ça va aller super vite. Sinon, ben, ça vous permet de retourner plus haut dans le texte puis de retrouver l'option qui vous manquait ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va de votre côté, Rimouski? Si on fait ça comme ça? Parfait. Je vais vous remettre, ou en tout cas, je pense que vous allez devoir aller au micro si jamais vous voulez parler, mais juste à poser des questions si vous en avez. Parfait. Et je pense que je vais peut-être juste, je sais pas si je peux, je vais essayer quelque chose, au pire on se reconnecte ou je sais pas trop, mais je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Fait que si jamais on se perd, peut-être essayer de se reconnecter, mais...